Bonjour, bonjour et bienvenue à notre revue mensuelle de l'actualité d'Amérique latine. Alors ce mois-ci, encore une fois, une actualité très chargée. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va analyser, décortiquer, et puis ça va vous permettre d'avoir un point de vue, un autre point de vue que les médias dominants. Alors là, même je vais régénérer mon slogan, un point de vue tout court, parce que les médias parlent malheureusement très très peu de ce continent qui est pourtant riche en événements, en révolte populaire, un laboratoire politique. Donc là, il s'est passé énormément de choses ce mois-ci, vous allez voir. Alors je m'étais engagé le mois dernier à faire des entretiens et puis une partie spéciale sur les Caraïbes et notamment Haïti, Cuba. Alors vous m'excusez, on va passer ça pour une prochaine revue mensuelle. Je suis aussi en train de travailler pour faire une revue mensuelle particulière sur les gros ports de l'Amérique latine, enfin le commerce maritime et fluvial, pour le dire d'une autre façon. C'est très intéressant, surtout dans ce monde multipolaire naissant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va décortiquer l'actualité chargée de ce mois-ci en Amérique latine. Alors je rappelle avant tout que nous allons fêter en France, à Bordeaux, les 5 ans du site lesdeuxrives.info. Ça sera donc à Bordeaux le 27 juin 2025, vendredi 27 juin, et nous organiserons une conférence sur le thème l'Amérique latine entre Israël et la Palestine. Voilà, comment se situe l'Amérique latine, quelles sont les ingérences d'Israël en Amérique latine, quels sont les liens qu'a tissé la Palestine au sein des peuples latino-américains, un sujet passionnant, d'actualité, et puis, alors là, pour le coup, pour vous permettre de vous donner un point de vue non occidental sur le conflit au Proche-Orient. Donc ça sera à Bordeaux le 27 juin 2025 à 18h30 dans la salle de l'Université populaire de Bordeaux, 14 rue des Douves. On vous attend, notez-le dans votre agenda. Et si vous habitez un peu loin de Bordeaux, eh bien, passez-le à vos amis bordelais, girondins, et faites tourner l'invitation, bien entendu. Ça sera le 5e conférence anniversaire des Deux Rives avec le gâteau offert. Voilà. Alors, on sera avec Maurice Lemoine, Myriam Laribi, qui est journaliste, qui a écrit un livre Sigil Humanité, les médias, le génocide et Gaza, et puis Gloria Vergès, qui est la représentante de l'association France-Amérique latine de la Gironde. Voilà, on vous attend. Petite page de pub fermée. Je remercie aussi tous les donateurs. Un merci collectif, évidemment. Et puis j'invite à tous ceux qui nous regardent à nous soutenir, d'aller sur le site lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de faire un don dans la mesure de vos moyens. Voilà, ça nous sert évidemment à faire des petits reportages en Amérique latine, ça nous sert pour ces entretiens, des entretiens sur l'actualité de l'Amérique latine, ça nous sert aussi à faire nos revues mensuelles. Voilà, donc par avance, je vous remercie, et à tous ceux qui ont déjà donné, bien évidemment, merci à vous. Voilà, je finis mon introduction avec un petit message, une petite dédicace, comme on dit, à Jamel de Cali et à Philippe de Quito pour leur goût vestimentaire. Voilà, j'en ai tenu compte. Merci les gars. Voilà, on commence tout de suite. Alors, comme je vous dis que c'était chargé, on va parler ce mois-ci du Salvador. On va parler du Venezuela, on va parler alors toujours des États-Unis, hein, sur quelle est la relation de Donald Trump avec l'Amérique latine, parce qu'il se passe beaucoup de choses à Washington sur ce thème-là. On va parler rapidement du Pérou, de la Colombie, on va parler de l'Équateur, de l'Uruguay, de la Bolivie aussi, et puis du sommet CELAC-Chine. La CELAC, c'est la communauté des États latino-américains et caribéens, qui regroupe tous les États du Mexique jusqu'à l'Argentine et tous les États de la Caraïbe, et qui se sont réunis avec les Chinois. Voilà, donc nous allons analyser tout cela. On commence, alors je ne vous l'ai pas dit, mais on commence petit cadeau, petite cerise sur le gâteau. On commence par la cerise avant de manger le gâteau.
ce qui est assez commun d'ailleurs. Vous me direz dans les commentaires si vous commencez par manger la cerise sur la forêt noire ou la forêt noire avant la cerise, vous réservez la cerise. Nous, on commence par la cerise, et la cerise, c'est Macron et l'Amérique latine, puisque le président français a eu des rencontres, alors a rencontré la présidente du Pérou et le président de l'Équateur. Alors la présidente du Pérou, c'est un échange téléphonique, le président de l'Équateur, il s'est déplacé à Paris. Alors déjà, ça s'est fait à quelques jours, toutes ces rencontres, à quelques jours d'avoir rencontré le chef d'Al-Qaïda en Syrie. Et donc on a un pays qui se gargarise des droits de l'homme, de la lutte contre la criminalité, de la liberté d'expression, etc. Et puis qui se réunit. Alors Al-Qaïda, on n'en parlera pas ici, hein, c'est pas le sujet. Mais pour ce qui est de l'Amérique latine, on rappelle que la présidente de facto au Pérou, Dina Boluarte, s'est imposée par un coup d'État parlementaire. Elle n'a été élue par personne. Évidemment, les Péruviens n'ont pas été contents, ils se sont fait déposséder de la personne pour laquelle ils avaient voté, et ils voient que les perdants sont en train de confisquer le pouvoir, donc ils ont manifesté massivement pendant 3 mois. Dina Boluarte a fait passer en Conseil des ministres un état d'urgence dans lequel elle autorise les forces armées à traiter les manifestants comme des terroristes. Donc, c'est-à-dire que les gilets jaunes ou les syndicalistes qui manifestent contre la retraite sont traités comme les frères Kouachi. Et au Pérou, c'est ce qui s'est passé. L'armée ou la police a tiré dans le tas, donc ça a fait 60 morts, ça a fait 1200 blessés qui sont pour la plupart handicapés à vie, 1800 personnes passées sous justice, mis en examen juste pour être allées manifester, et puis depuis, effectivement, la voix du peuple, la voix démocratique du peuple n'est absolument pas prise en compte. Donc voilà, c'est pas un exemple de démocratie, c'est même un exemple d'un État failli où le crime organisé règne. Voilà, donc c'est les relations que tisse Macron en Amérique latine au nom de la démocratie, des droits de l'homme, liberté d'expression, etc. Dans le cas du président de l'Équateur, qui a été alors réélu visiblement par une fraude généralisée, encore une fois, on est un peu loin des critères démocratiques, non? En tout cas, dans la bouche de la diplomatie française. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Équateur, depuis plusieurs années, une dizaine d'années, est devenu un narco-État. Un narco-État qui a été permis par la confluence entre des secteurs économiques, notamment financiers, bancaires, et les secteurs de l'agroexportation qui permettent d'exporter la cocaïne dans les cargaisons, notamment de bananes. Or, il se trouve que l'ancien président Lasso était lui-même banquier, donc impliqué finalement dans le blanchiment de l'argent de la drogue, et puis l'actuel, qui a été réélu donc, dans des conditions plus que douteuses, est lui-même issu de la plus grande famille de producteurs et exportateurs de bananes. Donc on est là, voilà les relations que tisse la France en Amérique latine. Alors pour Macron, la relation avec Nobola est une alliance du futur au service des peuples et de la planète, des trains peut-être aussi, et de la préservation des trésors des Galapagos. Alors ça c'est rigolo parce qu'il faudrait dire au président français que le régime équatorien a offert les Galapagos comme base militaire aux États-Unis. Donc la préservation des trésors des Galapagos, voilà, c'est devenu une base militaire maritime des États-Unis. Et puis la France s'engage à lutter contre le narcotrafic, avec une des personnes qui est au cœur du problème du narcotrafic en Équateur. Je ne suis pas sûr que cela portera ses fruits. Alors, par contre, Noboa, lui, en a profité de sa visite en France pour se réunir avec Édouard de Rothschild à Paris. Donc on se demande d'ailleurs si la réunion avec Macron n'était pas une réunion d'entremetteurs pour aller dans des réunions plus sérieuses par la suite. Ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà. Troisième point pour en finir avec les relations de Macron en Amérique latine, une petite news que j'ai chopée dans des revues militaires. La France a fait don au Guyana. Alors le Guyana, c'est une ancienne colonie britannique qui est aujourd'hui en conflit
ouvert avec le Venezuela pour des questions de gisements pétroliers, voilà, sur un territoire qui appartenait historiquement au Venezuela et qui a été volé par les Britanniques, puis conservé par le Guyana une fois indépendant. Donc c'est un très vieux conflit, je crois qu'on en a parlé, vous pouvez aller voir dans les archives des deux rives, y compris sur cette chaîne YouTube. C'est un thème qu'on a déjà traité, le conflit avec le Guyana, sauf que depuis quelques années, il y a des bases d'entraînement militaire au Guyana pour former des mercenaires pour aller combattre au Venezuela, comme cela a été révélé en 2019 et 2020. Et puis le conflit en fait, entre le Guyana et le Venezuela est alimenté par Exxon, qui exploite les gisements pétroliers et qui pousse les deux pays finalement à s'affronter, l'idée étant que le Guyana se convertisse, devienne le Koweït du Venezuela pour précipiter une intervention militaire contre ce pays. Et donc, dans ce contexte-là, eh ben, on a la France qui fait don de 40 caméras thermiques de vision nocturne et du renforcement ainsi de la coopération militaire avec le Guyana. Alors on se demande pourquoi. Hein, c'est pas un territoire qui est historiquement lié, c'est un territoire anglo-saxon par son histoire et caribéen depuis son indépendance. Voilà. Là encore, l'avenir nous dira pourquoi la France fait don de matériel militaire au Guyana. On finit avec les aventures de Macron en Amérique latine, au pays de l'oreille cassée, pour passer au Salvador. Alors, Salvador, on va toucher 2 points. D'une part, le rapt de migrants vénézuéliens et la promesse de campagne de Nayib Bukele, qui avait inauguré son 2e mandat en promettant des améliorations économiques. Alors, premièrement, le rapt de migrants, nous rappelons que les USA, le premier voyage officiel du secrétaire d'État Marco Rubio, avait été en Amérique centrale pour, on va dire, mettre les colonies au pas. Et donc, il était allé au Guatemala, au Costa Rica, au Salvador, au Panama et en République dominicaine. Et il leur avait rappelé, grosso modo, hein, leurs obligations, on va dire, avec la métropole, si je peux m'exprimer dans un champ lexical colonial. Mais c'est exactement ça. Hein. De fait, le Panama était sorti des routes de la soie juste après ce voyage. Donc, il avait intimé au Panama, soit c'est les Chinois, soit c'est nous. Donc, le Panama s'était tiré une balle dans le pied pour continuer à être une colonie des États-Unis. Et tous ces pays, en fait, deviennent un peu je dirais, le territoire dépotoir de tout ce que ne veut pas les États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est des migrants. Demain, ça sera peut-être des déchets nucléaires ou on verra. Toujours est-il que les pays que je viens de citer reçoivent des migrants. Alors, qu'est-ce qu'ils en font après? Je n'en sais rien. Mais ils reçoivent les migrants que les États-Unis ne veulent plus sur leur sol. Alors, des migrants de toute nationalité. Hein. On se rappelle que le président du Costa Rica avait été très content de recevoir des migrants du Kazakhstan, d'Inde, etc. Dans le cas du Salvador, les migrants, on sait ce qu'il en fait, puisqu'il les met dans les prisons de haute sécurité, notamment dans la fameuse Sécotte, grande prison construite par Bukele pour résoudre le problème des maras, du crime organisé au Salvador. Et donc, 252 migrants vénézuéliens ont été déportés des États-Unis aux Sécottes salvadoriens, dans les prisons de haute sécurité, parce qu'ils seraient supposément membres d'un gang, Tren de Aragua, d'un gang vénézuélien. Oui, mais là, il y a un problème, en fait, c'est qu'ils n'ont été jugés, pour la plupart, ils n'ont pas été jugés aux États-Unis, et bien sûr, ils n'ont pas été jugés au Salvador. Donc, il y a peut-être des criminels dans le groupe, mais la plupart sont innocents. On a pu voir par la suite des membres de la famille montrer, preuve à l'appui, par exemple, qu'il y avait, par exemple, un coiffeur qui a été raflé aux États-Unis, et sous le prétexte d'avoir des tatouages, non, eh bien, il est considéré comme un gang parce que les gangs salvadoriens ont des tatouages. Donc là, on est
dans l'illégalité la plus totale. Par ailleurs, nous n'avons absolument pas entendu la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui est plutôt active pour dénoncer les crimes supposés ou non dans des pays adversaires de Washington. Là, on ne l'a pas entendu. Complètement muette. Alors, le troisième acte, c'est que Bukele a essayé de faire du chantage à Nicolás Maduro pour faire libérer des politiciens d'opposition qui avaient été emprisonnés pour tentative de putsch, pour faire un échange de prisonniers. C'est-à-dire des innocents emprisonnés sur le territoire salvadorien, échangés par des personnes qui ont été jugées et déclarées coupables au Venezuela. Donc évidemment, il s'agit d'un chantage, on prend des innocents, on les met en prison, on fait du chantage. Le Venezuela n'a pas donné de réponse directe à Bukele. Nous verrons par la suite ce qu'il se passe avec les migrants. Deuxième point, l'économie du Salvador. Alors pourquoi parler de l'économie du Salvador? Parce qu'il y a eu des rapports qui ne sont pas très encourageants du FMI et de la Banque mondiale. Alors rappelons que Bukele est au pouvoir donc depuis 2019, qu'il a, on l'a rappelé aussi dans un entretien que nous avions fait avec Régis de Castelnau, hein, il ne s'agit pas de nier l'action de Bukele contre le crime organisé. Ce problème-là, il l'a résolu au Salvador, il n'y a aucun problème, les gens sont très contents d'ailleurs de plus être rackettés par la mafia, de pouvoir sortir dans la rue, de pouvoir récupérer finalement l'accès au domaine public, à la vie publique, et ce qu'ils n'avaient pu parce que le crime organisé avait mis la main sur le Salvador. Donc là-dessus, évidemment, il n'y a absolument rien à dire. Enfin, si, il y a quand même quelque chose à dire. C'est que le territoire du Salvador, c'est la moitié de la Bretagne. D'accord? Donc c'est très petit. Et puis en plus, il y a une grande partie du Salvador, la moitié, un petit peu moins de la moitié, qui sont des montagnes, où il n'y a pas de crime organisé. Non, le crime organisé se concentre dans les villes. Donc en fait, on a un territoire qui serait équivalent plus ou moins au quart de la Bretagne. Et donc Bukele a envoyé toute l'armée le nettoyer. Ça a pris 2 ans, voilà, il a réussi, très bien. Ce modèle est inexportable. Donc c'est en grande partie dû à la taille du Salvador. Voilà. Et après, à l'action politique de Bukele, etc., il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, il a réussi. Il était conscient, évidemment, que la situation économique du Salvador n'était pas bonne. On va donner des chiffres. Le Salvador, c'est 30% de pauvreté, 70% d'économie informelle, un indice de développement humain parmi les plus bas de la planète et qui a baissé sous le mandat de Bukele. C'est aussi un pays où l'insécurité alimentaire a le plus augmenté ces dernières années. Donc les personnes ont faim. 42% des Salvadoriens, quasiment une personne sur 2, n'a pas accès au tout à l'égout. Et dans les campagnes, plus de 50%, plus de la moitié des Salvadoriens, dans le milieu rural, n'ont pas accès à l'eau potable. Donc là, on a le Moyen-Âge. Voilà. Et Bukele avait dit, bon ben voilà, ça sera l'objectif de mon deuxième mandat, résoudre les problèmes économiques. Oui, mais résoudre les problèmes économiques pour un libéral, c'est-à-dire que résoudre la sécurité, tout le monde est d'accord. À part évidemment les gangs. Mais sinon, tout le monde est d'accord. Autant la bourgeoisie que les classes populaires, qui sont les premières à souffrir, soit dit en passant, sont tous d'accord pour éradiquer le crime organisé. Là, il va falloir faire des choix. Et pour l'instant, Bukele ne fait pas de choix. C'est-à-dire soit un État fort, redistributeur, ou soit un État libéral dans lequel le marché a la mainmise. Et pour l'instant, les prévisions ne sont pas bonnes. Alors les chiffres viennent du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Allez pas m'accuser d'aller chercher dans les médias genre Granma ou Télésourd, des médias liés à des gouvernements révolutionnaires. Hein. Donc le FMI et la Banque mondiale ont revu la croissance à la baisse après que 2024 ait été lui-même moins haut, la croissance a été moins haute que prévu. Elle était en dessous des chiffres espérés. Ces institutions soulignent aussi le déficit fiscal et la FAO, donc l'agence des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture, alerte pour 2025 d'une possible crise alimentaire.
le président de la Chambre salvadorienne des agriculteurs et des éleveurs, là encore, hein, on n'est pas dans du gauchiste, Luis Tremigno révèle que les surfaces agricoles sont en baisse, que le Salvador est passé de 293 000 hectares de culture de céréales à 205 000, soit un tiers de moins. Et M. Tremigno souligne le manque de politique publique dans le secteur. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être une incohérence du modèle de Bukele et que résoudre la sécurité, kidnapper des migrants et faire du chantage avec les pays de la région avec lesquels il ne sympathise pas n'est pas suffisant pour maintenir son peuple hors de l'eau et avoir de bons résultats. Donc nous verrons dans le futur aussi si la popularité de Bukele arrivera à se maintenir, parce que les gens vont s'habituer à la tranquillité sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de crime organisé, mais en revanche, ils vont avoir de nouvelles demandes. Et la nouvelle demande, ça va être la faim, pouvoir manger, pour avoir des services publics de qualité, éducation, santé, pour avoir des infrastructures. Parce que quand M. Tremigno dit, et il souligne le manque de politique publique dans le secteur agricole, eh ben c'est des infrastructures pour pouvoir transporter de la nourriture, c'est de l'assistance technique aux agriculteurs, c'est des prêts à bas prix pour pouvoir acheter des graines et les planter. C'est aussi comment dirais-je, une assurance si jamais il y a des phénomènes naturels qui empêchent les récoltes. Il va y avoir un phénomène du Niño très fort cette année, on verra comment ça va frapper le Salvador, d'autres pays aussi, mais le Salvador, bref, voilà, là il va falloir faire des choix. Voilà, alors je continue sans transition, puisque j'ai parlé du rapt des migrants vénézuéliens, je vais aller sur le Venezuela. Venezuela, actualité très riche aussi encore, je dirais presque comme toujours, hein, il y a toujours une très forte actualité sur le Venezuela. Je vais commencer par un chiffre que j'ai récupéré dans une étude m'a paru intéressant. À cause du blocus, donc blocus criminel fait par les États-Unis, et qui a eu comme conséquence la migration de plusieurs millions de Vénézuéliens, hein, entre 4 et 5 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays parce que les conditions de vie avaient fortement baissé, parce que précisément, comme avait dit à son moment John Bolton, qui était conseiller de la sécurité de Donald Trump durant son premier mandat, qu'est-ce que font les États-Unis au Venezuela avec le blocus? Eh bien, ils font comme Dark Vador dans Star Wars quand il étrangle lentement quelqu'un. Voilà, à cause de cet étranglement, il y a eu plusieurs millions de travailleurs qui sont partis. Et donc, écoutez bien le chiffre, parce que ça c'est important, se sont encumulés 55,3 millions d'années de scolarité qui sont partis. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans des pays assez racistes comme le Pérou ou le Chili. Beaucoup de Péruviens ou de Chiliens se moquent des Vénézuéliens qui font des petits boulots, taxis ou répartisseurs d'aliments, parce qu'ils leur disent, oui, mais moi, au Venezuela, j'étais ingénieur, j'étais professeur de musique, j'étais, etc., etc. Et ils se moquent, et c'est pour ça que tu as fini taxi. Eh ben oui, parce qu'au Venezuela, il y avait un très haut pourcentage de personnes avec des diplômes d'éducation supérieure. Je rappelle tout de même que avant que les États-Unis ne fassent le blocus contre le Venezuela, c'était, je crois, 5 millions de Vénézuéliens qui étudiaient à l'université. C'était quasiment un tiers des Vénézuéliens qui étudiaient à l'université. C'était des chiffres gigantesques. Donc voilà, toutes ces années de scolarité sont parties en fumée et le Venezuela doit former de nouveaux cerveaux. C'est pour ça d'ailleurs que la récupération est lente. Voilà, la déclaration. On a eu le chiffre, on a la déclaration. Alors, la déclaration, elle est du secrétaire à l'énergie du gouvernement Trump, qui, dans une interview récemment, a déclaré « Le gouvernement Trump utilisera toute la force des USA pour provoquer un changement de politique au Venezuela. » Bon, voilà, ceux qui pensent que le gouvernement Trump peut
on va dire, baisser la garde impérialiste, eh bien, évidemment, il n'en est rien, et particulièrement en Amérique latine. Alors, ça n'empêche pas évidemment le Venezuela de diversifier sa diplomatie, comme de diversifier ou d'essayer de diversifier ses clients, ses partenaires économiques. Et donc, Nicolas Maduro, donc, à l'invitation de Vladimir Poutine, s'est rendu aux commémorations pour les 80 ans de la victoire contre le nazisme. Et on a profité pour faire toute une série de réunions bilatérales avec des chefs d'État qui étaient présents sur place. Alors, alors j'aime beaucoup cette photo. Elle exprime beaucoup de choses, je trouve. Nicolas Maduro s'est réuni avec son homologue Ibrahim Traoré. Et donc, sur la photo, si vous regardez bien, on sent là, juste au-dessus, planer les regards bienveillants de Hugo Chavez et de Thomas Sankara. Parce que je pense que les deux leaders historiques de ces deux pays révolutionnaires auraient été évidemment très fiers que leurs successeurs se rencontrent et fassent des accords, notamment des accords en ce qui concerne l'éducation, la science et la technologie, la défense, la protection civile, la sécurité intérieure, l'agriculture et l'énergie. Voilà, renforcement des liens entre le Burkina Faso et le Venezuela, et au-delà de ça, évidemment, renforcement des liens avec deux pays révolutionnaires d'Afrique et d'Amérique latine pour la construction d'un monde multipolaire. De même, Nicolas Maduro s'est réuni avec son homologue du Kazakhstan. Alors là, par contre, la relation n'est pas neuve. Il y avait déjà des relations, notamment dans le domaine de l'énergie, du pétrole et du gaz. Il y avait des relations entre le Venezuela et le Kazakhstan. Ces relations sont donc approfondies avec cette réunion bilatérale. Le président du Venezuela a rencontré bien évidemment son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel. Alors là, ce n'était pas dans une réunion bilatérale. Bon, il y a tout un suivi et une très forte relation bilatérale entre les deux pays, de toute manière. Ils auront rendu hommage à Fidel Castro à Moscou. Voilà. Intéressant aussi, Nicolas Maduro s'est réuni avec le patriarche Cyril de l'Église orthodoxe. Une rencontre, on va dire, plus basée sous le signe de la spiritualité et dans laquelle Nicolas Maduro a parlé évidemment de la naissance du monde multipolaire. Alors, ça aussi, c'est plutôt marrant. Ce n'était pas une relation bilatérale, mais les deux hommes se sont rencontrés et ont longuement échangé. Nicolas Maduro a discuté avec Ramzan Kadyrov. Voilà, visiblement, les relations sont au beau fixe entre les deux hommes. Voilà, si jamais... peut-être qu'il y aurait des échanges et des coopérations militaires, nous verrons, mais en tout cas là, rien n'a filtré, hein, c'était une relation qui n'était pas officielle, je vais dire. Et les deux accords. Alors une autre rencontre, là aussi on peut mettre des photos, mais ce n'était pas une réunion bilatérale. Nicolas Maduro a discuté longuement avec Xi Jinping, le président chinois, au cours d'une réunion bilatérale dans laquelle Xi a fait remarquer que la Chine et le Venezuela avaient forgé une amitié en fer forgé au milieu de la situation internationale changeante. Et le président chinois a même considéré que le développement des relations avec le Venezuela était de caractère stratégique et sur le long terme. Et puis, hop, deuxième cerise, la rencontre et la signature d'un accord stratégique intégral sur 10 ans entre le Venezuela et la Russie, signé par Nicolas Maduro et Vladimir Poutine, donc qui met les relations diplomatiques et la coopération entre les deux pays à un stade jamais atteint dans leur histoire et à un niveau que peu de pays dans le monde ont souscrit avec la Russie. De fait, il n'y a que 3 pays, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et maintenant le Venezuela, qui ont un accord stratégique intégral avec la Russie. Alors évidemment, là, ça touche absolument tous les points.
hein, de la coopération possible et imaginable, avec évidemment euh, euh, des points particuliers, des accords particuliers dans le domaine militaire, économique, énergétique, technologique, politique. D'ailleurs, politique, la Russie a réaffirmé son soutien au Venezuela pour que ce pays rentre enfin dans le groupe BRICS+. On se rappelle que le Venezuela devait rentrer dans le groupe BRICS+, lors du dernier sommet des BRICS à Kazan, et le Brésil s'y était opposé. Nous verrons si le Brésil maintient cette ligne lors du prochain sommet BRICS qui aura lieu au Brésil. D'ailleurs, nous verrons. En tout cas, je vous ai dit que Nicolas Maduro avait rencontré beaucoup de chefs d'État durant la commémoration des 80 ans de la victoire sur le nazisme. En tout cas, il n'a pas rencontré le président Lula qui était lui aussi présent, ou en tout cas pas officiellement. Alors, deuxième point sur le Venezuela, eh ben, c'est l'ordre, ou plutôt la révocation de la licence qui permettait à Chevron, entreprise états-unienne, d'exploiter et de commercialiser du pétrole vénézuélien, arrive à terme le 15 mai. Voilà, donc Chevron ne peut plus, à partir du 15 mai, exploiter le pétrole et commercialiser le pétrole vénézuélien. Alors, Nicolas Maduro l'avait déjà évoqué, mais il y a aussi plusieurs voix dans le milieu énergétique qui soutiennent que Chevron est aussi victime d'un règlement de compte politique avec ExxonMobil. ExxonMobil étant et exploitant le pétrole dans les eaux territoriales revendiquées par le Venezuela, mais sous le contrôle actuel du Guyana, et ça serait finalement une guerre entre multinationales du pétrole, puisque le Chevron exploité au Venezuela, ExxonMobil à côté, et que ça serait un règlement de compte des multinationales du pétrole états-uniennes avec leurs différents contacts au sein du spectre politique états-unien. Voilà, puisque Chevron a exploité, sous le mandat de Biden, a exploité le pétrole vénézuélien. Donc, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Chevron. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus pour le Venezuela, hein, parce que déjà, les mesures, que ce soit les droits de douane particuliers ou alors justement le fait que Chevron s'en aille, ça a fait redémarrer une inflation qui a été contenue jusqu'alors, et ça a un peu tari le secteur économique. Le dollar est reparti à la hausse, donc il y a une conséquence sur les choix opérés par les gouvernements états-uniens, sur le blocus états-unien. Mais par contre, il va y avoir des conséquences géopolitiques, c'est que le Venezuela va se tourner de plus en plus vers le monde multipolaire, et puis en ce qui concerne le pétrole, vers la Chine. Alors pas directement, non, parce que la Chine n'a peut-être pas envie d'aller défier directement les États-Unis et d'aller de détourner le blocus officiellement, hein. Elle est déjà dans la guerre commerciale avec les États-Unis, c'est pas pour rajouter un problème de plus. En revanche, elle achète, hein, la Chine est le premier acheteur pour l'instant du pétrole vénézuélien, en passant par divers intermédiaires très compliqués pour détourner le blocus, et visiblement, on devrait continuer sur cette voie-là. Donc, c'est pas forcément non plus une très bonne nouvelle pour les États-Unis, parce que je rappelle que plusieurs raffineries, notamment au Texas, avaient été construites pendant des années pour raffiner spécialement le pétrole extra lourd du Venezuela. Donc là, c'est un peu la géopolitique qui s'impose à la rationalité économique. Et dans le cas présent, c'est le secteur des fanatiques qui a remporté, avec à leur tête, on va dire, il n'y a pas que lui, mais le secrétaire d'État Marco Rubio, Mauricio Claver-Carón, l'envoyé spécial du département d'État pour l'Amérique latine, non, toute cette faction qui sont eux-mêmes d'origine latino, qui règlent leurs comptes à travers l'administration états-unienne, et donc qui ont gagné une bataille par rapport au secteur MAGA, non, qui est plus large, et qui est aussi un soutien de Donald Trump, et qui lui est beaucoup plus pragmatique, non, et qui est basé sur de la rationalité économique. Alors,
Si effectivement le secteur fanatique a remporté un point, on en avait déjà parlé, mais bon là il faut le dire puisque ça arrive, là, les choses sont faites. En revanche, le secteur MAGA pragmatique a, a dû négocier avec Nicolas Maduro. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que dans les rapts de migrants, donc vénézuéliens, il y a eu une affaire qui a particulièrement commotionné l'opinion publique vénézuélienne. C'est l'affaire de la petite Maïkélis. Maïkélis, elle a 5 ans, si je ne m'abuse. Sa maman a été déportée au Venezuela et son papa a été déporté dans les prisons de haute sécurité du Salvador. Alors là, pour le coup, son papa, il est innocent par rapport aux enquêtes, aux investigations qui ont été faites. C'est pas du tout un membre du crime organisé. Toujours est-il que Vénézuélien tatoué dans les prisons de haute sécurité du Salvador. La maman au Venezuela, mais la petite fille qui est née aux États-Unis est états-unienne. Donc, elle restait aux États-Unis. Et donc, le Venezuela dit, mais non, c'est pas possible. Donc, alors là, par contre, ça a commotionné toute la société vénézuélienne, peu importe. Peu importe s'ils sont opposants ou chavistes. Et le gouvernement bolivarien en a fait un totem. Nous allons ramener la petite Maïkélis. Et donc, il y a eu une négociation pour, grosso modo, les termes sont un peu crus, mais nous libérons les personnes qui avaient participé à une tentative de putsch au lendemain des élections présidentielles du 28 juillet, et pour ces 5 personnes qui s'étaient réfugiées à l'ambassade d'Argentine, nous les libérons et vous nous redonnez la petite Maïkélis. Alors, c'est ce qui s'est passé, mais évidemment, l'opposition a essayé de faire passer ça pour essayer de semer la zizanie, essayer de faire passer ça pour une victoire propre, alors qu'elle n'a pas du tout son mot à dire là-dedans. Donc, ils se sont inventés, évidemment, ça fait pas du tout, c'est pas du tout un bon point pour les fanatiques aux États-Unis et leurs correspondants vénézuéliens, non? Donc, ils se sont inventés l'opération Guacamaya. L'opération Guacamaya, ça aurait été qu'un groupe, on ne sait pas trop, de militaires peut-être états-uniens serait allé délivrer dans la nuit les personnes qui étaient à l'ambassade d'Argentine et les aurait ramenées immédiatement aux États-Unis. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, chef de file des fanatiques, a même tweeté dans ce sens en disant nous avons réussi l'opération de secours des personnes séquestrées dans l'ambassade, etc. Maria Corina Machado parlait d'opération Guacamaya. Les influenceurs et les médias proches de l'opposition disent c'est une grande défaite pour Diosdado Cabello et puis pour Maduro. Diosdado Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, est une personne très importante au sein du chavisme. Que Maduro aurait appris ça alors qu'il était en déplacement en Russie, qu'il se serait énervé contre Diosdado, que la vie politique de Diosdado est sur le point de se terminer, enfin, toute une série de bêtises qui a évidemment été repris par certains médias français, comme Courrier International. Enfin, c'est quand même ahurissant, hein. Même 25 ans après, ça me débecte de voir comment ces gens-là considèrent votre cerveau comme du fumier, hein, et qu'il faudrait vous intoxiquer en permanence en essayant même pas d'enquêter ou quoi que ce soit pour essayer de dépatouiller la vérité. On invite tous les journalistes, c'est pas la peine, même si vous aimez pas Maduro, même si vous aimez pas les deux rives, généralement on apporte un autre point de vue, mais qui se rapproche le plus de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on y est. Donc on vous invite à venir écouter et puis à essayer de modérer un peu certains de vos articles. Voilà, en ce qui concerne, évidemment, en ce qui concerne la libération des personnes qui étaient dans l'ambassade d'Argentine, c'est une négociation, évidemment le chavisme l'a dit, puis après des personnes sensées de l'opposition en ont parlé, c'était une négociation, et la petite Maïkélis, est arrivée au Venezuela et a été remise à sa mère et à sa grand-mère.
Voilà. Et Nicolas Maduro a dit, nous nous compromettons aussi à faire revenir toutes les Michaelis possibles et de libérer les personnes qui sont séquestrées dans les prisons de haute sécurité du Salvador. Et là, il y a un message très important qui a été donné, très très important. Quel est le message? Eh bien, le message du Venezuela, c'est de dire à Bukele, qui avait posé un ultimatum à Nicolas Maduro en lui disant « Je libérerai les migrants vénézuéliens contre des prisonniers politiques, etc. » Le Venezuela lui répond « Nous ne traitons pas avec des chiens, nous traitons avec leur maître. Nous traitons avec Donald Trump, son administration, nous ne traitons pas avec le gouverneur du Salvador. » Parce qu'ils savent très bien, le Venezuela, que si, dans une négociation avec Donald Trump, les migrants vénézuéliens qui sont séquestrés au Salvador seront l'enjeu de cette négociation, Trump ordonnera à son employé qui gère le Salvador de les libérer. Voilà, on traite avec ceux qui ont le pouvoir, pas avec les sous-fifres. Voilà, ça c'est un message très important. Voilà, le Salvador évidemment est out, fuera des rankings, comme on dit, pour parler avec Nicolas Maduro et le gouvernement bolivarien. Alors, on était en train de parler donc, de la négociation avec les États-Unis. Là, donc, on va évidemment continuer. Alors, c'est pas une surprise, mais comme on invitait d'ailleurs les journalistes des médias mainstream à venir s'informer sur les deux rives, nous, ça fait 3 mois qu'on annonce que Donald Trump va mettre de l'ordre dans ses colonies sud-américaines en les enjoignant de choisir la Chine ou les États-Unis. Et que c'est un ordre impérial qu'ils devront s'y plier. Vous pouvez regarder, hein, on mettra peut-être quelques extraits, mais nous en avons parlé. Il est plus que probable que les États-Unis s'en prennent à des pays qu'ils colonisent politiquement et militairement, mais qui sont dépendants de la Chine au niveau économique. Et là, je parle de l'Équateur, du Chili et du Pérou. Et là, je pense que ça va coincer parce que pour la plupart de ces pays, il n'y a pas de plan B. Nous avons même traduit un article en parlant du Pérou qui explique dès février, qui explique ce qui, aujourd'hui, est en train de se passer. Voilà, alors on n'est pas Madame Soleil, hein. C'est juste qu'on fait de l'analyse sérieuse et telle qu'elle est, avec les déclarations des acteurs et puis encore les informations privilégiées auxquelles on peut avoir accès. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump, dans un entretien à Fox News, a dit aux pays d'Amérique latine, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec la Chine. Mais les deux ne sont plus possibles. Alors évidemment, Trump a notamment mentionné l'exemple du Panama. Regardez, en disant, regardez le Panama, on lui a dit, soit tu continues avec les routes de la soie, et dans ce cas-là, tu vas nous trouver sur ton chemin, ou soit tu es avec nous. Alors les États-Unis, évidemment, le Panama a renoncé aux routes de la soie, c'est-à-dire aux accords intégraux avec la Chine. Alors ça c'est très important, les États-Unis ne proposent rien en retour. C'est-à-dire ils ne proposent que l'assujettissement. Et finalement le fait que les pays ne seront pas déstabilisés, tout simplement. L'idée des États-Unis, c'est pas d'investir massivement dans des infrastructures, de faire de l'échange win-win, de développer les industries de transformation locale, comme il se passe dans les accords plusieurs accords qui ont été passés avec les Chinois dans des pays d'Amérique latine. Non. L'idée des États-Unis, l'idée générale des États-Unis, c'est des pays latino-américains totalement assujettis et totalement libéralisés dans lesquels ils pourraient rapatrier certaines de leurs entreprises qui sont en Chine pour les installer dans ces territoires conquis. Voilà, c'est ça l'idée. Ça n'apporte aucune plus-value, ça n'apporte pas du développement, ça apporte absolument que dalle. Et donc, évidemment, la menace de Trump, c'est pas une menace contre les pays qui ont fait leur choix, contre les pays dignes. C'est pas une menace contre le Brésil, c'est pas une menace contre le Venezuela, c'est pas une menace contre la Bolivie, c'est pas une menace contre le Nicaragua, contre Cuba.
y compris actuellement, mais on y reviendra un petit peu plus tard, vous allez voir, donc je mets un petit bémol, mais y compris contre la Colombie. La Colombie est en train d'essayer timidement d'adhérer à l'initiative de la bande et la route. Non, c'est une menace ouverte pour les pays colonisés, mais qui se sont rendus dépendants économiquement de la Chine, notamment le Chili, le Pérou et l'Équateur, qui sont des colonies des États-Unis, mais dont le principal partenaire commercial et économique reste la Chine. Voilà. Alors, dans le cas du Pérou, alors là, les États-Unis ont encore été plus explicites, puisque lors d'une réunion du secrétaire de la Défense, donc Peter Hegseth, avec son homologue péruvien Astudillo et le ministre des Affaires étrangères péruvien Chalmer. Alors là, par contre, il les a sommés de freiner les relations avec la Chine et de renforcer la coopération militaire avec les États-Unis. Et le pire, c'est qu'un pays digne... Aurélie, attendez, nous avons un partenaire commercial vers lequel nous exportons 36% de ce que nous exportons actuellement. Un partenaire qui est très implanté dans les secteurs miniers, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures portuaires. Un partenaire qui, entre autres, possède la production, la transmission et la commercialisation de 100% de l'électricité de la capitale et de la région capitale. 100%, c'est-à-dire que l'électricité pour un tiers de la population péruvienne est produite par une entreprise publique chinoise. Voilà ce qu'aurait répondu un ministre d'un pays digne. Là, les deux larbins, ils y ont trouvé absolument rien à redire. Et en off, je peux vous soutenir, très bien informé pour le coup, que le ministre des Affaires étrangères péruvien s'est entretenu avec Christopher Lando, qui est le vice-secrétaire d'État, on va dire le ministre des Affaires étrangères adjoint, et s'est compromis à désignifier l'économie péruvienne. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des larbins, évidemment, des États-Unis au pouvoir, mais il n'empêche qu'il y a un secteur patronal péruvien dont la survie dépend des relations économiques avec la Chine. Et comment va... Alors, ce que je viens de dire sur le ministre des Affaires étrangères, il ne l'a pas dit publiquement. Il l'a dit dans un contexte privé qui m'a été rapporté. Mais pourquoi il ne l'a pas dit publiquement ? Parce que ça serait la révolution au sein d'une grande partie du patronat péruvien, qui fait des grandes affaires avec les Chinois, et dont la perspective de soutenir cette relation commerciale par le port de Chancay est immense. Donc là, on peut assister à certaines contradictions au sein des colonies des États-Unis. Voilà. Alors, comme je dis, évidemment, ça s'applique seulement à des pays où des ministres ne relèvent pas lorsque le maître états-unien vient leur demander de faire acte de soumission. Hein, ça ne serait pas passé. Hein. On imagine mal le ministre des Affaires étrangères nicaraguayen ne rien dire après une déclaration telle de son homologue états-unien. Bon, alors, puisqu'on est toujours dans le Pérou, petite chose, hop, on change, c'est une transition, ça passe parfaitement. On change, on passe au Pérou. Alors, il y a eu un chiffre encore au Pérou. Ipsos a fait une enquête pour la popularité de Dina Boluarte. Elle arrive à 0. Attends, mais peut-être que quand elle a appelé Macron, comme on a vu là, au début de cette revue, peut-être qu'elle lui a demandé des conseils pour être aussi populaire que Macron. Hein. Elle est à 0. Alors en fait, c'est pas une surprise. Hein. Ça fait des mois qu'elle est entre 0 et 3. Donc c'est la marge d'erreur. Hein. Mais là, elle a atteint 0.
Donc évidemment, c'est un pantin, d'un cynisme qui dépasse tout entendement, alors qu'il y a une crise économique au Pérou assez forte. Les gens tirent la langue, ils n'arrivent pas à boucler, je dirais même pas les fins de mois, ils n'arrivent même pas à boucler la première semaine du mois. Elle s'est augmentée, elle s'est augmenté le salaire, son salaire qui est équivalent à 35 fois le salaire minimum. Hein. Euh, Elle a été dans un discours raconté que le Pérou est l'étoile économique de l'Amérique latine et que tous les pays regardent comment fait le Pérou. Alors on va donner des chiffres. Encore une fois, c'est pas des chiffres que je vais choper à la LCR, enfin au NPA, non, ou à la France Insoumise. C'est des chiffres qui viennent de l'ONU pour la plupart. Le Pérou, c'est 52% de la population qui vit en insécurité alimentaire et qui ne mangent pas à leur faim, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 52%. Quand vous croisez des Péruviens dans la rue, il y en a 1 sur 2 qui a faim. Okay. Le Pérou, c'est 75% de travail informel qui ne sont couverts par aucune convention sociale, qui ne sont couverts par aucune sécurité sociale. 74% selon les chiffres de l'OIT, Organisation internationale du travail. 3 travailleurs péruviens sur 4 n'ont aucune couverture sociale et vivent au jour le jour. Le Pérou, selon l'UNICEF, c'est 43% des enfants de 0 à 3 ans qui souffrent d'anémie. Un gamin sur 2. Donc évidemment, quand vous êtes péruvien, que vous vivez dans cette situation-là et que vous entendez une personne qui est arrivée au pouvoir par la force dire que le Pérou est l'étoile économique de l'Amérique latine, je dirais de manière un peu triviale que ça fout les boules. Donc ça explique aussi les 0% de popularité, non? Bon, évidemment, bon. Je pense personnellement, on va s'avancer aussi ici, tiens, comme ça, on pourra ressortir les entretiens comme cela, la revue mensuelle de mai 2025 quand cela arrivera, mais je pense que le destin manifeste de la dame qui occupe actuellement la présidence, c'est la prison. D'une part parce que tous les présidents péruviens ont terminé en prison depuis les années 2000, même 90 si on compte Fujimori. La plupart pour corruption et pour atteinte aux droits de l'homme. Et par contre, certains de ces présidents avaient ou ont une popularité relative, mais ils avaient une popularité et ils avaient des partis politiques qui étaient derrière. Madame Boluarte qui a massacré 50 personnes ou 60 personnes, qui a massacré 60 personnes, qui est dans des cas de corruption manifeste, qui est juste protégée temporairement par le pouvoir judiciaire parce que finalement c'est des échanges de bons procédés. Le cas des Rolex, le cas des préfets, des ventes de titres de préfets contre de l'argent. Enfin bref, il y a toute une série d'affaires plus lugubres les unes que les autres qui, à mon avis, vont éclater dès l'instant où elle ne sera plus présidente. Voilà. On verra. Mais je ne vois pas pourquoi une personne qui a 0% de soutien ne terminerait pas en prison alors que des présidents qui étaient aussi coupables, hein, mais qui avaient un soutien populaire, ont terminé eux aussi. Nous verrons dans les prochaines années. Voilà. Je ne pars pas du Pérou sans faire mention au pape. Alors je ne vais pas non plus m'éterniser sur la question pour 2 raisons. Parce que nous avons fait un entretien avec le prêtre Prière Rioufray sur la question. Il est sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à aller sur le site lesdeurives.info à lire un article du média péruvien La Linea sur ce pape péruvien, donc qui a alors déchaîné les passions au Pérou, hein, parce que il y a des images, par exemple, des séminaristes dans la ville de Chiclayo, où il a été évêque, qui, à l'annonce de sa nomination, on remettra ça aussi, c'est particulièrement émouvant. Les Péruviens ont été très très fiers. Dominum
Robertum Franciscum, Sovereign Ecclesiae, Cardinalem Aprebos. Et alors vous venez me dire, oui mais c'est un pape, il est né aux États-Unis. Oui effectivement, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que les médias occidentaux ont dépêché des gens à Chicago, lieu de naissance du pape, et finalement ben, Chicago, enfin dans un pays protestant, bon c'est pas une, enfin, ouais très bien, mais c'est pas c'est pas la nouvelle qui va motiver les gens. Et les journalistes sont arrivés plusieurs jours après au Pérou. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a un quartier de Lima, le quartier le plus excentré, qui s'appelle Chiclacayo. Et donc, on a vu des journalistes arriver à Chiclacayo et les gens leur disaient non, c'est pas Chiclacayo, c'est Chiclayo, dans le nord du Pérou. Donc, bref, là, par contre, ça a déchaîné les passions. Et donc, ce pape, ben, on va dire, a un pied dans les deux mondes. Il a un pied dans le monde catholique occidental et un pied même plus qu'ancré dans le catholicisme du sud global. Et ça, c'est intéressant parce que les deux mondes paraissent ne plus se comprendre, y compris dans leur spiritualité. On se rappelle par exemple sur la position sur les migrants du pape François, donc, qui a, on va dire, été très critiqué en Europe, par exemple, qui reçoit des migrants, mais par contre, dans les pays du Sud, notamment des pays moteurs de la foi catholique, comme le sont l'Afrique ou l'Amérique latine, ben là, évidemment, ça a un autre écho, puisque c'est des pays de migration. Donc, on va voir si... Alors, il va y avoir certainement une certaine continuité, mais on va voir ce que va faire ce pape. Voilà, j'en ai dit un mot, parce que effectivement, ici au Pérou, alors je rappelle que Robert Prévost a la nationalité péruvienne. Hein. Il a la nationalité états-unienne, mais il a aussi la nationalité péruvienne. Il a le passeport péruvien. Voilà. Voilà, c'était pour dire un petit mot sur ce pape du Sud global, ce pape péruvien. Alors, quelques temps après les menaces des États-Unis contre les pays d'Amérique latine, en les sommant de choisir entre la Chine et Washington, eh bien, s'est tenue à Pékin la rencontre entre la communauté des États latino-américains et caribéens et la Chine. Alors, pour le fait, il y avait tous les ministres des Affaires étrangères, membres de la CELAC, qui étaient présents, plus le président brésilien, le président chilien et le président colombien, qui est le président pro tempore de la CELAC. Et donc, ils se sont réunis avec la Chine donc, pour essayer d'approfondir les liens entre le continent latino-américain et la Chine. Et donc, ça a été un succès, hein, cette rencontre. La Chine s'est compromis à renforcer les liens et notamment dans les 2 années qui viennent, à faire plus de 100 projets de coopération, 20 mesures de soutien au développement des pays latino-américains et 5 projets, enfin sur les 3 ans qui viennent, la Chine a lancé 5 projets avec les pays de la CELAC, un programme de solidarité pour renforcer les liens politiques et multilatéraux, un programme de développement orienté à développer les infrastructures des pays latino-américains en matière routes, énergie, mines, télécommunications, intelligence artificielle, etc. Un programme qu'ils appellent de civilisation pour les échanges culturels, la protection du patrimoine, un programme de paix pour la sécurité régionale, hein, c'est intéressant aussi, et un programme de connectivité peuple à peuple pour la formation des enseignants, des bourses pour que des étudiants latino-américains puissent aller en Chine, faciliter l'obtention de visas, ou voire même annuler des visas, etc., etc. Voilà, les États-Unis ne proposent pas grand-chose, hein.
aux pays latino-américains, à part l'assujettissement total. Voilà, là on est dans une contradiction. Hein. On est dans une contradiction. Alors effectivement, hein, ça marche hein, aussi, l'assujettissement, on vient de le voir dans le cas du Pérou. Comment ça va évoluer? La Chine est très active, et pourtant, le continent latino-américain, c'est la dernière de leurs préoccupations. Hein, l'Asie du Sud-Est, l'Asie, l'Afrique et d'autres régions du monde viennent avant l'Amérique latine en matière de préoccupation des Chinois. Pourtant, il y a ces projets-là. Et évidemment, les Chinois espèrent aussi trouver une Amérique latine plutôt unie autour de ces projets. Et pour l'instant, là, ça pêche un peu. C'est pas le cas parce que y a toute une élite politique, économique, culturelle qui se pense occidentale et qui se pense assujettie à Washington ou au modèle du développement colonial qui a été implanté pendant des années. Donc là, c'est aux latinos de résoudre ces contradictions cognitives et culturelles qui permettront peut-être l'intégration régionale et le commerce ou les échanges en tout cas avec l'Asie, parce qu'avec la Chine évidemment dans un premier temps et puis avec l'Asie dans un deuxième. Donc une grande réunion de la CELAC avec la Chine, ça c'est des points très forts, on verra comment ça va se matérialiser aussi dans les prochaines années, encore qu'on a des indices, hein, parce que la Chine a déjà investi énormément dans tous les pays d'Amérique latine. Voilà. On passe en Colombie. Pourquoi on passe en Colombie? Parce que le président Petro était à Beijing en tant que président tournant de la CELAC. Alors, la Colombie, on le rappelle, c'est un pays de l'OTAN. Hein, c'est un pays allié traditionnel de Washington dans la région. Et Petro a lancé son pays sur l'adhésion de l'initiative de la bande et la route, donc ce qu'on mal nomme en Occident la route de la soie, les nouvelles routes de la soie. Et du point de vue colombien, ça permettrait d'équilibrer le déficit, puisque pour l'instant, la Colombie exporte pour 2,7 milliards de dollars à la Chine et importe pour 14 milliards. Donc l'idée de Petro, c'est que l'accord soit négocié, ne soit pas imposé, mais négocié pour permettre à la Colombie de pouvoir exporter et de pouvoir tirer profit, notamment dans le développement de ses technologies, dans le développement de son industrie, etc. etc. Alors, il faut mettre tout de même quelques bémols qui viennent de la Colombie. Petro, on se rappelle, n'a pas la majorité au Congrès ou au Sénat, est obligé de faire des concessions, et je dirais presque que même dans son gouvernement, il y a des secteurs qui ne lui sont pas forcément favorables. Je m'explique. Notamment au sein du ministère des Affaires étrangères. Lorsque Petro a déclaré aller en Chine et notamment mettre la Colombie sur le chemin de l'adhésion à l'initiative de la bande et la route, le ministère des Affaires étrangères a essayé de court-circuiter la présidence en faisant appel à la commission des Affaires étrangères du Sénat pour étudier le dossier, alors qu'il savait très bien que la commission des Affaires étrangères du Sénat l'aurait rejeté. Donc Petro a mis un terme là-dessus, a dit ça c'est du domaine de la présidence, il a interdit à ses ministres des Affaires étrangères de se présenter au Sénat. Voilà. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de rencontre entre la présidence, qui constitutionnellement dirige les affaires étrangères, et le ministère des Affaires étrangères. Petro, par exemple, a pris plusieurs fois position pour le président péruvien Pedro Castillo, qui est en prison actuellement, qui a été démis de ses fonctions par un coup d'État le 7 décembre 2022. Petro a été un des premiers à montrer sa solidarité avec Pedro Castillo et à rompre les relations diplomatiques avec le Pérou. Or, Petro n'a pas changé sa ligne, mais le ministère des Affaires étrangères a repris les relations diplomatiques avec le Pérou. Comment on peut expliquer ça? Je ne sais pas. De même en Équateur, le ministère des Affaires étrangères a été un des premiers à reconnaître la victoire de M. Noboa, alors que celle-ci serait entachée de fraude électorale. Petro dénonce les fraudes électorales et ne reconnaît pas M. Noboa. Donc il y a une espèce de vision duelle
un peu bizarre en Colombie euh, ben, qui montre que cette adhésion aux nouvelles routes de la soie, je vais reprendre le vocable occidental là-dessus, va être assez difficile de soutenir, ou en tout cas suscite des interrogations sur le temps un peu plus long. Et notamment parce que l'accord avec la Chine n'est pas un accord avec une obligation légale, ça c'est le président Petro qui l'a dit, mais une série de mémorandums, en tout cas entre ministères. Et donc on peut se poser la question, si l'année prochaine gagne ces ultralibéraux occidentaux, défenseurs du monde occidental et alignés sur Washington, est-ce qu'ils continueront ou pas, ou est-ce qu'ils feront comme le Panama de se retirer de l'initiative de développement chinois? Là, encore, on ne sait pas. Surtout que les États-Unis ont évidemment réagi immédiatement. Les États-Unis, par la voix de leur chargé d'affaires à Bogota, ont pris note du rapprochement du gouvernement colombien avec des pays non démocratiques comme la Chine. Bon, évidemment, là, c'est encore... Ça fait rire hein, aujourd'hui, ces invocations de démocratie par les pays occidentaux, mais voilà, ils prennent note. C'est-à-dire que pour l'instant, ils font rien, mais à mon avis, dans le futur, ils pressionneront un gouvernement plus enclin à l'assujettissement si les élections en Colombie devraient rebattre la donne. Alors surtout que la tâche est dure en ce moment pour le gouvernement Petro et le peuple colombien, puisque Petro a voulu faire une réforme timide, mais une réforme tout de même du système des retraites, pour que la retraite soit plus universelle. Ça a été nié par le pouvoir législatif. Une réforme du code du travail aussi qui a été niée par le législatif. Donc le président qui a un peu les mains liées, mais tout de même qui conserve l'initiative, et donc il a dit nous allons faire un référendum populaire pour demander aux Péruviens, n'importe quoi, aux Colombiens, s'ils sont d'accord avec la réforme du code du travail, avec la réforme laborale. Sauf que de manière frauduleuse, le Sénat colombien a stoppé la possibilité d'une consultation populaire. Aujourd'hui, le président Petro a repris la balle et repris l'initiative en convoquant des manifestations dans toute la Colombie pour soutenir ce référendum, qui est un référendum, encore une fois, la voie démocratique pour savoir si la réforme du travail doit être... alors, une réforme du travail progressiste, qui favoriserait le travailleur au détriment du capital. Donc voilà, il va y avoir des manifestations en Colombie. Le président Petro a interdit à l'armée et à la police de réprimer. Donc il essaie de reprendre le contrôle de la rue, de reprendre l'initiative pour que juste le peuple dise son avis. Non, donc là, il y a évidemment un noyautage de la démocratie colombienne contre les aspirations populaires qui ont porté Gustavo Petro à la présidence. On verra, alors, certainement, on aura d'autres informations dans la revue du mois prochain pour savoir comment cette histoire se terminera. Voilà. Alors, voilà pour la Colombie. Alors, quand le président Petro était en Chine, il s'est quand même... Ça, c'est incroyable aussi. C'est-à-dire qu'il a réagi comme un occidental. C'est-à-dire qu'il a signé un protocole d'adhésion aux routes de la soie. Et puis, dans le même temps, peut-être pour donner des gages aussi aux États-Unis, sa manœuvre n'est pas aisée à Petro. Alors, il a essayé de convoquer une réunion de la CELAC avec les États-Unis. Pour l'instant, on verra ce que ça donne. Et puis... il a critiqué la Chine selon lui, sur le manque de préoccupation écologique de la Chine. Alors, venant d'un pays dont la base de l'économie, c'est la cocaïne et l'exploitation minière pour blanchir l'argent de la cocaïne, c'est un peu gonflé. Venant d'un gouvernement qui a mis $1 milliard pour relancer l'industrie pétrolière en Colombie, c'est aussi un peu gonflé. Faut voir aussi les actes derrière les mots du président Petro sur l'écologie. Mais en plus, il se trompe parce que ça fait
à la limite, il y a 15-20 ans, pourquoi pas, mais ça fait 20 ans que la Chine est un des principaux pays qui investissent dans l'énergie propre, qui investissent dans l'énergie renouvelable, dans des technologies propres, etc. Et donc, alors d'une part, ça montre l'inculture de Petro par rapport à la Chine, mais à la limite, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et puis ça montre aussi ces tendances un peu à penser comme un occidental, c'est-à-dire on va signer, mais on va critiquer. Eh ben, si tu critiques, tu signes pas. Et voilà, tout simplement. Une espèce de tendance à la double morale, hein, on connaît bien ça en Europe. Bon, je pense que les Chinois ne sont pas dupes, de toute façon, je pense qu'ils passent au-dessus d'ailleurs de ce genre de réflexion. Voilà. Alors, on finit sur l'Équateur. Pourquoi l'Équateur? Eh bien, l'Équateur, donc le président Noboa a été réélu. Le tribunal électoral a confirmé son élection sans prendre en compte les preuves qu'avait amené la révolution citoyenne de fraude électorale. Et alors, il y avait un problème, c'est que Noboa n'avait pas la majorité au Parlement. Eh bien, il a été se constituer une majorité avec les voix du parti indigéniste qui s'était allié avec la révolution citoyenne. Alors, pour beaucoup ont crié à la trahison. Quoi? Le parti indigéniste, des indigènes de l'Équateur, s'allie avec l'ultra-droite, l'ultra-libérale, narco-mafieuse, etc. Ben oui, mais en réalité, c'est pas une surprise. Ça fait 15 ans qu'ils sont sur cette ligne. Ça fait même plus, au moins 2 décennies, que leurs principaux dirigeants ont été financés par le gouvernement des États-Unis à travers la USAID, à travers la NED. Durant le mandat de Rafael Correa, ils se sont opposés à Rafael Correa, donc, qui avait tout un programme de buen vivir, de redistribution de la richesse, qui avait mis l'Équateur sur la voie du développement. Ils se sont opposés. Lorsque Lénine Moreno a fait le virage néolibéral en 2017, ils ont voté toutes les lois néolibérales, toutes. Pachacoutic a voté toutes les lois néolibérales. Ils ont voté pour extrader, pour sortir Julian Assange de l'ambassade équatorienne à Londres. Ils ont voté pour mettre un terme à la UNASUR et à récupérer les installations. Ils n'en ont rien fait d'ailleurs, soit dit en passant. Je veux dire, il y a tout un espèce de mythe sur le fait, et encore là, on est dans l'identitarisme de gauche, de dire, oh là là, ils sont indigènes, donc ils sont de gauche. Mais pas du tout. Pas du tout. Dans les faits, ça fait 15 ans qu'ils sont des ultralibéraux avec une idéologie racialiste. Donc, finalement, leur vote aux côtés des ultralibéraux et de ce régime narco et mafieux n'est pas une surprise. Donc, ça donne la présidence à M. Nils Olsen, qui est un député du parti du président Noboa, qui là, pour le coup, bénéficie de absolument tous les pouvoirs. Voilà. Uruguay, Pepe Mujica est décédé à 89 ans. Vous connaissez tous Pepe Mujica, vous l'avez vu dans des documentaires, vous l'avez certainement vu dans des articles qui parlent de lui. Alors, c'est un président qui a changé un peu l'Uruguay, qui a fait passer l'Uruguay dans un gouvernement progressiste, hein, à partir de l'année 2005, mandat de Tabaré Vázquez. Pepe Mujica était ministre, puis il va être président à sa suite. Et il est connu parce qu'il était très humble. Et chose assez rare dans le monde politique, il disait ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il disait, et il avait une vie à la mesure de l'humilité qu'il préconisait dans ses discours politiques. Voilà, et c'est pour ça qu'il était assez célèbre. Il vivait dans une maison très humble. Les samedis, il allait manger une pizza avec sa femme, y compris en étant président. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses de ça qui sont liées à l'Uruguay aussi. Hein. C'est pas possible dans d'autres pays qui sont très polarisés politiquement. On n'imagine pas Macron et Brigitte aller bouffer une pizza en terrasse sur le port de Marseille avec un seul garde du corps. Je veux dire...
Je pense que ça se terminerait pas très bien. Donc voilà, donc bon, c'est ce que faisait Monsieur Mourica. Il était très apprécié par son peuple et même au-delà du peuple. Alors par contre, après au niveau politique, il y avait aussi quelques controverses. Hein. Le fait que il se soit opposé plusieurs fois d'ailleurs au gouvernement révolutionnaire de l'Amérique latine. Le fait qu'il ait critiqué plus d'une fois la Chine ou le gouvernement de Monsieur Poutine. Le fait que il est aussi critiqué la UNASUR au moment où la UNASUR était sous les coups des gouvernements de, euh, de droite de la région, aligné sur Washington. Le fait qu'il ait eu une relation aussi parfois assez tendue ou ambiguë avec la voisine argentine et particulièrement avec sa présidente, enfin son ex-présidente Cristina Kirchner. Bon, il y a tout un panel hein, aussi de faits politiques hein, qui, on va dire, pourraient, en tout cas, rabaisser un peu la légende qu'il est devenu. Il était très apprécié, y compris dans les milieux sociaux-démocrates et les milieux médiatiques européens, occidentaux. Donc bon, voilà. On ne retiendra pas ça, évidemment, de M. Mourica. On retiendra plutôt le, le président qu'il a été, on retiendra qu'il a œuvré pour un monde meilleur et pour une Amérique latine plus unie et meilleure. On ne retiendra pas qu'il ait imposé Monsieur Almagro à la tête de l'OEA. Voilà, bon vent Pépé, ça a été, c'est un des personnages mythiques que cette Amérique latine révolutionnaire sait produire et continuera certainement de produire. Voilà. Et puis, un autre personnage mythique qui, lui, est bien vivant pour le coup, c'est Evo Morales. Alors là, la situation est très tendue en Bolivie. Evo Morales, alors qui pour moi pourrait être considéré comme le Nelson Mandela bolivien. Hein. Il y a vraiment un avant et un après en Bolivie. Et il y avait une Bolivie de l'apartheid. Et Evo a rompu totalement une situation d'apartheid qui avait lieu en Bolivie avant son mandat. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Alors lui aussi, hein, il n'est pas exempt d'une partie sombre, comme tous. Hein. Partie sombre, pas politiquement parlant, je dirais plus quelques questionnements que on pourrait faire sur certaines parties de sa vie personnelle. Mais ça reste sa vie personnelle. Voilà, c'est pas des décisions qui engagent la communauté internationale, qui engagent les Boliviens. Alors, Evo a été écarté, il avait œuvré, on se rappelle qu'il avait été écarté du pouvoir par un coup d'État en 2019, il avait soutenu l'élection de celui qui avait été son ministre de l'économie pendant 10 ans, Luis Arce, et les relations se sont tendues lors du mandat de Luis Arce, se sont tellement tendues qu'il y a même eu des secteurs du gouvernement Arce, je dis bien des secteurs du gouvernement Arce, qui avaient pour projet d'en finir, y compris avec la vie de M. Morales. Hein. Il y a eu un attentat il y a peu contre Evo Morales qui impliquait des secteurs de la police bolivienne. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe en Bolivie. Et Evo voudrait reconquérir le pouvoir, comme il dit, sauver la Bolivie une deuxième fois, et voulait se présenter à l'élection présidentielle. Et il en a été empêché par le tribunal constitutionnel. Alors, en Bolivie, les juges et les magistrats sont élus. Or, il se trouve que ces magistrats-là ont dépassé leur mandat. Normalement, ils devraient remettre leur mandat en jeu lors d'une élection populaire. Ce n'est pas le cas depuis décembre 2023. Donc déjà l'inhabilitation, l'inéligibilité de Evo qu'ils ont dictée n'est pas vraiment légale. Et puis en plus, il se base sur la Constitution, comme quoi un président ne peut pas se représenter plus de 2 fois de manière continue. Mais sauf que là, c'est pas continu. Il y a eu un mandat illégitime et un mandat légitime entre la dernière présidence d'Evo Morales et cette nouvelle élection qui aura lieu en août 2025, donc dans quelques mois. Donc en fait, l'inéligibilité d'Evo ne tient pas debout en réalité. C'est un jugement politique qui veut l'éloigner et qui a été
le confluent, évidemment, des libéraux, des ultra-libéraux alignés sur Washington, que Evo emmerde, hein, on va pas on va le dire autrement, finalement des héritiers de l'apartheid, et puis de certains secteurs qui se regroupent autour de Luis Arce. Alors vous me direz, pourquoi Luis Arce ne peut pas se représenter? Parce qu'il est dans la compétition avec Dina Boluarte pour le président le moins populaire du continent, voire du monde. Alors Luis Arce est un petit peu au-dessus quand même de Madame Boluarte, il est autour de 4-5% d'opinion favorable. Donc il sort de la marge d'erreur, hein. Madame Boluarte elle est à 0, donc elle a gagné, hein. Elle est hors concours. Mais donc évidemment il ne va pas se représenter, hein. Il a pris une décision à la François Hollande. Et par contre celui qui s'est lancé, c'est Andrónico Rodríguez, qui est président du Sénat, qui est de cette génération qui s'est développé politiquement avec Evo Morales. Et Andrónico s'est lancé. Alors il s'est lancé alors que Evo n'avait pas été rendu inéligible. Donc ça crée une certaine tension. Hein. Et puis il y a quand même une certaine impatience. Il est très jeune, Andrónico. Il y a une impatience politique à vouloir remplacer le leader originel, non? Parce que Evo fait partie d'une génération qui a au moins 20 ans encore devant lui, hein. Et donc il ferait sauter une génération aussi, une génération de personnes qui se sont préparées pour prendre le pouvoir, mais comme le leader a eu le pouvoir très jeune, finalement tu as une génération qui est sous l'ombre. Là, dans le cas d'Andrónico, peut-être que c'était un peu pressé. Alors beaucoup disent, oui, mais Andrónico, il peut réunir les deux tendances, c'est-à-dire la tendance de Evo Morales et puis la tendance plus gouvernementale qui était autour de Luis Arce. Il peut les réunir sous sa candidature. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il ne faut pas confondre ce qu'on voudrait ou ce que les gens veulent avec la réalité. J'en sais rien. Il y a beaucoup de ressentiment dans les partisans d'Evo sur la candidature un peu hâtive de Andrónico, qui l'accuse d'être un pion de Luis Arce, le président actuel. Donc il y a du ressentiment. Donc il faudra construire une certaine unité. Ça va être difficile. Qu'est-ce que va faire Evo d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des recours possibles pour qu'il puisse se présenter ou pas? Visiblement, les seuls recours qu'il puisse y avoir, ça serait international, mais finalement, la Bolivie est pas... les autorités boliviennes ne sont pas obligées d'accepter un jugement international. Ils peuvent faire traîner, ils peuvent l'accepter après l'élection, par exemple. Donc, la situation reste tendue en Bolivie. Voilà. On avait fait 2 entretiens pour essayer de montrer les points de vue des pro-Arce, des pro-Evo. Voilà, la situation est compliquée, les élections approchent et la division du camp populaire pourrait permettre aux libéraux pro-Washington de reconquérir le pouvoir. Et donc tout ça rebat les cartes, hein. Parce que je rappelle que la Bolivie, elle aussi, depuis plusieurs années, a fait des accords économiques et financiers avec la Chine, notamment pour produire des batteries de lithium en Bolivie et non plus exporter le lithium en matière brute en Chine ou dans d'autres pays qui, eux, finalement industrialiseraient la matière première. Donc, est-ce que on peut avoir, hein, si le camp libéral pro-Washington reprend le pouvoir, ça peut rebattre les cartes dans la situation que je vous ai soumise, où Washington demande la soumission à ses valets sur le continent. Voilà. Je pense avoir fait le tour de l'actualité très chargée de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à des pouces bleus, à commenter. Vous pouvez aussi me demander d'aborder certains thèmes. Non, alors, il y a des thèmes qu'on traitera plus tard, hein, que j'ai pris note. Hein. Voilà. Et puis, diffusez cet entretien parce que, comme je dis toujours, l'Amérique latine est trop peu connue, trop peu débattue en Europe et particulièrement dans le monde francophone. C'est pour ça que nous existons. Ce média, lesderives.info, que nous vous invitons à soutenir en allant sur le site lesderives.info.
en cliquant sur Soutenez-nous et en faisant un don à la mesure de vos moyens. Voilà, merci beaucoup et au mois prochain.